Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Maxime, partie 2 de ton témoignage, de notre podcast. Dans la partie 1, tu m'as raconté ton passé de tradwife. C'est ça. De femme au foyer traditionnelle. Non mais en vrai, je le dis avec trop de légèreté, alors que tu as quand même partagé 18 ans. Ouais, mais tradwife, c'est un mot léger, mais derrière, c'est tellement solide que c'est pas péjoratif. Enfin, on sait de l'idéologie qu'il y a derrière quand même. Ouais. Sauf que moi, je suis pas une militante tradwife. Non, pas du tout. C'était en fait, ce que tu racontes assez bien, c'est que c'est un mélange de c'est là d'où je viens dans mon éducation aristo, catho et violente, et à la fois c'était aussi subi, avec aussi beaucoup de force de ta part, mais en fait un emprisonnement petit à petit. En fait, on fait les choix avec les clés qu'on nous a données. Donc en fait, on fait jamais réellement des vrais choix quand la société nous éduque pas comme il faut. Et puis le vase déborde, ou en tout cas il y a un moment de trop-plein où une forme de crise apparaît et des amis viennent t'aider. Petit à petit, tu prends une indépendance et tu décides, face à donc ton mari qui est violent, de rester dans la relation. Alors il est violent par les mots. Tu as jamais parlé de physique? Il n'y a pas de violence physique. Pas de violence physique. Jamais. Mais c'est pareil, ça fait aussi mal. Et complètement. Ça détruit pareil. Complètement. Mais toi, tu décides de rester, de réparer. Et dans l'épisode précédent, j'ai un peu dit, comme nos chemins sont différents, comme moi, j'aurais pris d'autres décisions. Mais je trouve, toi, tu défends... Enfin, t'as pas à défendre, excuse-moi, mais tu te racontes. Mais tu m'as mis la puce à l'oreille le moment où donc, tu allais quitter ton mari. Il te propose un travail thérapeutique. Et tu m'as dit dans l'épisode précédent, je ne me suis pas senti légitime de dire non. Et là, tu peux m'expliquer c'est quoi ce que tu as voulu dire, peut-être? Si on avait eu 1 an de relation, j'aurais foutu le camp. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Et on parle de ce qui est difficile, mais il y a aussi... c'est quelqu'un de fantastique. Et le fait que ce soit lui qui me propose ce travail-là, il a reconnu, en plus il a eu l'humilité et comment dirais-je, la simplicité moi, il m'a dit que quand il se rendait compte à quel point ça avait été loin, le sol se dérobe sous ses pieds. Il ne se rendait pas compte? Non. Tu le crois? En tout cas, il me l'a dit, il me l'a écrit, et puis je vois le comportement a tellement changé. Ouais. Et je pense même que quelque part, il était aussi malheureux que moi dans cette relation. Et donc, si je ne l'aimais pas, j'aurais pas pris la peine d'accepter cette main tendue. Ce que je vois, c'est qu'on était malheureux, lui et moi, et que je l'aime assez pour avoir envie d'essayer. Mais c'est pas on repart pas sur les bases d'il y a 18 ans. D'abord, on n'a pas le même âge, et puis on n'a pas le même historique avec ce qui s'est passé. Et je suis beaucoup plus ferme. Peut-être que c'est aussi l'âge qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus ferme et plus décidé sur ce que je ne veux plus, et surtout ce que je veux. Une des choses que tu veux, tu m'as dit, c'est ouvrir le couple. Ça, c'est le cas depuis que j'ai 40 ans, depuis 3 ans. Tu veux dire que dans ce renouveau, c'est pas la première chose que tu as faite? Non, c'était... En fait, moi, concrètement, j'avais besoin à la campagne d'avoir une vie sociale et de ne pas voir que des hétéros. Les hétéros sont très gentils, mais j'ai rien contre, mais enfin, ils me font chier, quoi. Enfin, pas tout le temps, tous les jours, matin, midi et soir, j'en peux plus. Et Grindr m'a permis d'avoir de bons amis. Et bien sûr des plans cul qui sont devenus des amis, des plans cul qui sont restés des plans cul, et puis des non plans cul qui sont devenus tout de suite des amis ou des copains pour faire du sport. Ok, donc tu ouvres ton couple immédiatement? Ah bah dès l'âge de 40 ans, moi je l'ai proposé à mon conjoint, et c'était ça faisait des années que j'en parlais et qu'il était dans le déni,
Et je lui ai dit, écoute, moi, c'est comme ça, il y a la PrEP qui existe. Donc, j'ai quand même posé un marqueur, en fait. J'ai imposé. Et je lui ai dit, si c'est pas OK pour toi, on peut arrêter là. J'aurais accepté. Donc, il accepte. Il accepte, mais il prend aussi, enfin, je peux pas parler de son intime, mais bon, enfin bref, il joue aussi avec les mêmes règles, tout en continuant à ce moment-là de me reprocher ces règles-là, mais avec lesquelles il joue quand même. Ok. Et on fait des plans à plusieurs, et voilà. Et ça, juste en termes de chronologie, c'est parce qu'il y a eu un moment donné où vous étiez en relation exclusive, il te reprochait pas assez de sexe, puis ça explose, tu prends l'appartement, cet ami, ce que tu expliques dans l'épisode. Alors, c'est 3 ans après, en fait, il se passe 2 ans entre le moment où on ouvre le couple et le moment où je pars. Et dans ces 2 ans, en fait, mon conjoint accepte les règles en se disant, parce qu'après, on en a parlé depuis, que ça va peut-être remettre plus de rapports sexuels entre nous deux. Ce qui a été un peu le cas, mais pas à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer. Et sauf que moi, je ne deal pas. C'est que je veux un nouveau mode de vie, je veux une ouverture, mais c'est pas en échange, je vais donner plus de sexe, ou parce que sinon, ça s'appelle du travail du sexe, et on fait des tarifs. Donc dans le moment où tu décides de partir, où t'appelles le SAMU, etc., vous êtes déjà en relation ouverte. Oui. C'était un processus Oui, c'était déjà amorcé, ouais. Que tu avais déjà lancé. Ok. Ma prise d'indépendance était déjà amorcée depuis mes 40 ans. Ok, d'accord. Et c'est quelque chose que j'avais mûrement décidé, mûrement réfléchi. Dans ma question à l'épisode précédent, où je te demandais comment en fait t'es sorti de cette cage dorée, comme tu l'as appelé, y a aussi, j'entends qu'en fait ça s'est aussi fait doucement, notamment par je veux ouvrir le couple, qui t'a donné un oxygène. Tu l'as pas mentionné dans l'épisode précédent, mais j'entends que c'est un... Oui, puis ça m'a permis d'avoir des amis en fait. Ouais. Et Grindr a joué un rôle positif. Grindr est souvent... Ah ouais, c'est souvent attaqué. Mais il faut pas cracher dans la soupe en fait, c'est comme n'importe quelle place publique, il y a des cons partout, il y a des gens dangereux partout, et il y a des gens fantastiques partout. Ouais. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Ouais. Mais vraiment extraordinaires. Donc je suis, alors pas 50 000 parce que ça fait beaucoup, mais des vrais bons amis. Enfin, vraiment, pour moi, Grindr. Et puis en fait, je m'attarde pas sur les plans foireux, les plans cul foireux, les mecs foireux. Bah voilà, c'est la vraie vie en fait. C'est comme au boulot. Si on est 50 à bosser dans une entreprise, il y a pas 49 cons. Enfin, ça n'existe pas. On peut être soi-même, être le con d'ailleurs. Donc il y a des gens, il y a de bonnes gens partout. Et sur Grindr aussi. C'est quoi le sexe que tu as? Donc, épisode précédent, je me souviens que tu dis j'ai grandi avec cette angoisse d'être malade, notamment avec le sida. Tu prends la PrEP, donc il y a plein de choses qui s'ouvrent pour toi. Une sexualité d'adolescent, je taille des pipes à tout va, enfin à tout va. Ouais, je fais vraiment des trucs, enfin des choses un peu gentilles, comment dire, au départ, parce que il faut bien commencer par quelque chose. Tu peux me ramener, parce que ça doit être un sacré truc après 15 ans de monogamie, le moment où tu ouvres, tu te rappelles de cette première fois, t'as les yeux qui brillent là. Tu veux la raconter? Ma première glace à la vanille. T'as dit quoi? Ma première glace à la vanille. Ta première glace à la vanille. Ouais, sur Grindr, j'avais très faim. Je discute avec un mec qui ne montre, je pense que c'est un hétéro curieux, qui ne montre que son ventre avec un joli tatouage, joli ventre, joli tatouage, mais pas son visage, c'était à prendre ou à laisser. Il voulait pas te partager une photo de visage. Et il m'a dit, écoute, c'est comme ça. Après, c'était à moi d'accepter ou pas. Moi, j'accepte. C'était dans un hôtel, un motel à 25 km de chez moi. Je dis, bon, j'y vais. Je mets 1 heure à trouver l'hôtel dans une espèce de zone de merde où tous les hôtels se ressemblent. Mais j'étais très motivé. Et le mec me dit, mais tu viens pas? Mais j'ai dit, si, j'arrive. J'étais en route. Et alors, un mec somptueux. Mais vraiment, un type, une vraie bombe. Une bite magnifique. C'est quoi pour toi un mec somptueux? Il avait quoi comme caractéristique? D'abord, tatoué. Je suis fan. Quel type de tatouage? Il avait des comment dirais-je sais pas comment on appelle ça. Il y avait des espèces de tatouages un peu symétriques qui mettaient en valeur un peu en plus la forme de ses muscles. Et puis un mandala sur le cou. Je sais pas comment, je suis pas très connaisseur. Mais beaucoup de tatouages. Avec des poils? Non. Pas de poils. Alors je suis pas pour le coup j'ai pas de type. J'ai la chance de pas fantasmer sur ou sur les noirs ou sur les poilus ou sur les machins. Il y a des choses que j'aime,
mais c'est pas déterminant. En fait, je serais presque sapio. Mais là, j'avais juste pour sucer une bite. Ce que je voulais, c'est que je voulais une belle bite, quoi. C'était. On peut être sapio et aller sucer une bite. Voilà, là, j'y allais vraiment pour sa bite, en fait. Et en vrai, il aurait une sale tronche. Tant qu'il avait l'air gentil et qu'il était agréable, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il t'a reçu la porte de la chambre d'hôtel entrouverte, sans blabla. Il était déjà assis et nu. Sans blabla. Il était assez autoritaire, mais très gentil. Donc attends, il est assis sur le lit ? Comment ça s'est passé ? Ouais, il avait un joli boxeur blanc, avec une peau bronzée. Enfin, je te dis pas, c'était beau. Et donc, je rentre dans sa chambre, et puis il me dit, écoute, tu peux te mettre à 4 pattes sur le lit, déshabille-toi. Et donc, lui reste debout, et je le suce en étant à 4 pattes sur le lit. Ah, j'aime pas cette position. Ah, j'adore. T'adores ? Mais attends, mais j'ai le cou... Enfin, du coup, t'as le nez dans son pubis. Moi, je peux pas regarder son corps. En plus, il est beau. Ah si, parce que... Tu veux pas te mettre à genoux ? Ah, par terre ? Tout de suite, là ? Non. Non. En fait, j'ai commencé à genoux par terre, mais c'est lui qui m'a dit tu seras peut-être mieux sur le lit. Enfin, j'ai vu le choix. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu suces, mais t'as le nez dans son pubis, du coup. Tu vois pas tout. Ouais, mais en fait, ça m'allait assez bien parce que son corps, je le voyais quand je voulais. En fait, de temps en temps, je voulais être sûr de son. Bon, je voyais bien à la vigueur de sa bite qu'il était très content, mais je voulais aussi voir son sourire, ses yeux. Et c'est ça. Et quand t'es à 4 pattes sur le lit, toi, t'arrives à tordre un peu le cou pour regarder des. Ouais, mais de temps en temps, hop, et puis on reprend la glace. Voilà, donc il était assez accompagnant avec ses mains, sans. En fait, c'était ferme et en même temps assez doux. J'avais jamais fait de gorge profonde, donc il m'a pas fait subir de la gorge profonde sans mon consentement. D'ailleurs, il m'a dit, tu me dis si jamais ça va pas. Enfin, on a échangé peu de mots, mais le consentement y était du début à la fin. Et il m'avait demandé s'il pouvait jouer dans ma bouche. Enfin, il a été très respectueux, très très respectueux. Des Grindr, tu l'as bien senti ? Le consentement était clair ? Oui, parce qu'en fait, il était clair dans ce qu'il voulait. Et en fait, en général, les gens qui sont clairs dans ce qu'ils veulent, il n'y a pas de surprise. Ouais. Tu te sentais en sécurité ? Complètement. Mm-hmm. Après, j'étais précautionneux. Dans une chambre d'hôtel comme ça, la nuit... La nuit ? Ah bah oui, il devait être 1h du matin. Oui. Donc, c'était encore plus excitant. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'avais le sperme d'un inconnu qui était assez sucré, c'était super bon. C'était pas amer, certains ont un goût un peu de produit vaisselle. Je sais pas, il avait mangé de l'avocat avant, je sais pas ce qu'il avait mangé. Mais c'était... je m'en léchais les dents en rentrant dans ma voiture. J'étais hyper content, mais comme un gamin qui découvre un paquet de bonbons. Enfin, voilà quoi. Je me suis dit, mais c'est ça que j'aime en fait, c'est des rencontres... comme ça, furtive, et puis d'être fier. Enfin, ouais, j'étais content de moi. D'abord, j'avais bien fait le job, et puis ça m'avait donné un énorme plaisir. Ouais. Et c'était une conquête de liberté aussi, parce que c'est politique de faire du sexe comme ça. Et depuis, pas une seule fois, je n'ai eu de regret ou de tristesse après un plan cul. Pas une seule. J'ai eu des plans cul un peu ratés. Mais en fait, ça fait partie de la vie. C'est comme une coupe de cheveux qui peut être ratée. En fait, c'est pas grave, ça repousse. En fait, j'adore ce que je fais. Pourquoi c'est politique pour toi et pourquoi c'est important de le mentionner ? Parce que, comment dire, le sexe, c'est papa, maman, enfin la société, c'est pas socialement très très admis autant chez les animaux d'avoir plusieurs partenaires ou de se lécher les boules pour se rendre service, c'est normal. Autant chez les humains, il y a un jugement moral et le jugement le plus dur, c'est le jugement qu'on s'inflige soi-même. Et ça, je suis sorti de tout ça. D'abord pour le plaisir physique que je peux éprouver, et puis en fait, ça me fait vachement de bien. Enfin, c'est épanouissant. Donc. Et puis j'ai tellement vu de gens malheureux dans l'association catholique que j'ai fréquentée quand j'avais 18 ans. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais mes parents m'ont mis dans les mains un livre du père Daniel Ange, donc un curé qui lutte contre l'homosexualité et qui notamment vendait, et peut-être vend toujours d'ailleurs, des stages de thérapie de conversion. Ils appellent plus ça thérapie de conversion, hein, mais c'est la même chose. Et à la fin du bouquin, il y avait l'adresse d'une association qui s'appelle Devenir un en Christ. Devenir un en Christ,
Ils ont changé un peu le nom parce que ça faisait pas terrible, mais c'est un peu les mêmes personnes. Et donc, c'était des gens qui... moi, je suis allé à des week-ends, j'avais 18 ans, j'ai rencontré mon premier amour là-bas, heureusement, et on s'est barrés tous les deux en courant, et on court encore. Et c'est des gens, c'est des gays qui allaient se sucer entre deux séances religieuses, et puis après, qui allaient culpabiliser, pleurer, c'était faire des vieux. Ils avaient notre âge, mais moi j'avais 18 ans, j'avais jamais embrassé un garçon, et il y avait des vieux très, très gentils, mais très malheureux dans leur sexualité, et je me suis dit, mais je me suis affranchi en faisant mon coming out, et je me retrouve dans un milieu, pas pervers, mais malheureux, malsain, toxique. C'est tes parents qui, parce que tu leur fais le coming out, te disent tu vas aller te réparer dans ce camp de... Avant de me jarter de la maison en me disant, alors je cite, va te faire enculer, tu nous fais dégueuler avec ton homosexualité. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas réussi à me guérir. Donc, voilà. Et en lien encore aujourd'hui avec eux ? Non, j'ai démissionné. C'est-à-dire, je ne me suis pas fâché avec eux, mais j'ai démissionné parce que c'est pas possible. Moi, j'ai un frère qui était à la Manif pour tous. Globalement, tous, voilà, ils ont fait un choix. Manif pour tous, c'est le mouvement anti-gay au moment du mariage pour le mariage gay. Ouais. Et même mon frère avait une responsabilité associative pour récolter des fonds, pour financer. En fait, il récoltait des fonds de familles catholiques parisiennes pour financer des bus pour emmener les familles catholiques de province venir manifester à Paris. Donc, il a milité. Il n'était pas que manifestant, il était militant. Et je lui ai dit, écoute, quand même, c'est dommage que tu aies des choix, des options politiques, très bien, mais tu as la chance d'avoir un frère gay. Je pense pas que pour lui, ce soit une chance. Peut-être pouvais-tu m'en parler pour avoir mon avis, en fait, pour qu'on puisse avoir un échange et que tu puisses avoir une opinion plus construite. Et pas que tu récupères ton curé à la paroisse. Bon, voilà, j'ai une famille qui vote. Quand j'avais en 2000, ou 2001, c'était l'élection présidentielle. 2002, élection présidentielle. Mon frère cadet votait pour la première fois, moi aussi. Et mes parents et mon frère ont voté Christine Boutin, et très fiers de me le dire. Et Christine Boutin, à l'époque, donc, était la candidate, qui fait toujours 1%, qui était la candidate catholique, traditionnaliste, anti-femme, anti-avortement, anti-pute, pour la famille blanche catholique. Alors je pense pas qu'elle soit raciste, mais en tout cas tout ce qui est sexuel, qui n'est pas hétéro et homologué par le Vatican, c'est à mettre aux chiottes, quoi. Et oui, donc, puis c'est elle qui a les pédés au bûcher. Et elle avait brandi sa Bible dans l'hémicycle. Ouais, à l'Assemblée nationale. Ouais. Au moment du Pax, elle a été très vocale en France. L'Union. Ok. Ouais. Et toi, tu sens que tandis que tu pourlèches le reste de sperme qui te reste de cette première fellation, tu sens que c'est aussi tout ça que tu brises là, sur lequel tu reprends le pouvoir. J'en aurais pleuré. Ah oui, vraiment. Vraiment. Tout ça pour ça. En fait, ils nous font chier, tout ça pour ça. Et parce qu'on fait famille, parce qu'on veut pouvoir, quand le conjoint décède, garder la maison, enfin, juste la vie normale de tout le monde, en fait. Tout ça pour ça. Des millions de personnes dans la rue. Et donc sucer des bites, c'est politique. Bien sûr. C'est quoi les moments clés pour toi de cette reconquête sexuelle et intime ? Donc on a parlé pas mal de ton couple avec ton mari, des enjeux de pouvoir / de thérapie, etc. Et il y a un truc plus sexuel, plus intime. On a parlé de cette première fellation. Toi, tu vois d'autres moments. Déjà, ça fait 3 ans. Hein. Ouais, la prise de contrôle de mon corps et donc de pouvoir faire avec mon corps ce que j'ai envie, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'était une première conquête. Maintenant, la deuxième conquête plutôt. Non, attends, j'ai pas compris. La première conquête, c'est mon corps, ma sexualité, que j'ai entamée il y a vers 40 ans en prenant la PrEP et en disant maintenant je fais ce que je veux. Donc, avec ton mari, tu te sentais bloqué ? D'abord, j'avais pas envie de faire de sexe avec lui dans la condition conjugale dans laquelle on était. Et je ne pouvais pas faire de sexe ailleurs parce que notre couple n'était pas ouvert. Ouais. Et j'avais pas envie de le tromper. Donc pour moi, j'ai pas envie de vivre ça m'intéresse pas de vivre dans le mensonge. J'ai pas de compte à rendre, mais je veux être clair sur les règles. Donc j'ai imposé cette règle-là. Ouais. Et donc c'est ça, tu parlais de l'ouverture du couple qui t'a permis une sexualité où tu étais plus libre de choisir ce que tu fais de ton corps. Tu m'as dit, quand on a préparé cet entretien, que dès lors qu'il y a des sentiments, la libido disparaît. Elle est plus compliquée. Pour moi, c'est la libido. Alors libido, je sais pas trop si c'est ça le terme, mais l'allant sexuel, l'envie. Comment dire, j'ai écouté un podcast, je sais plus le prénom,
Enfin bref, prendre son mec pendant qu'il fait la vaisselle, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, c'est. Alors, je connais son vrai prénom de. Le dis pas, si. Je crois. C'est Lenny, hein. Ça, un truc Ok, comme ça, ouais, un prénom comme ça. Ouais, ouais. L-E-2-N-Y, si les gens veulent le trouver. Ouais. Et c'est intéressant parce que si je me rappelle bien, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, prendre un inconnu qui fait la vaisselle, en fait, c'est assez fun. Mais son conjoint, quand on est dans un quotidien, tout ça, puis au bout d'années, alors c'est valable pour moi ce que je dis, hein, mais il y a des gens qui sont des vraies machines de guerre, même au bout de 20 ans de couple, ils sont capables de bander pour l'autre. Et, ouais. Voilà. Parce que toi, du coup, quand tu dis ça, si tu te bases sur tes 18 ans en couple, ou tu vois que de toute ta vie, ça a toujours été le cas? J'ai pas trop d'antériorité, mais je n'ai jamais été très sexuel dans le couple, en fait. Mais ma question, c'est est-ce que t'as pas l'impression moi, je me dirais, en fait, quand tu fais couple avec quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, qui est violent verbalement et qui sexuellement ne vient pas à ta rencontre, mais qui a des exigences que si tu ne remplis pas, il te manipule ou il te hurle dessus, en fait, il n'y a aucun rapport entre quand j'ai des sentiments, il n'y a pas de libido, il y a un rapport avec la personne avec qui je fais couple aujourd'hui est toxique et ça ne... Je suis pas sûr parce que... nourrit pas mon envie sexuelle. Mon premier amour, on est resté ensemble 2 ans et demi. Je me rappelle que notre sexualité était pas... j'étais très jeune, donc pas très épanoui, mais j'étais pas... en fait, j'ai toujours eu un rapport... et ça changera pas parce que j'ai pas forcément envie que ça change. C'est que je n'ai pas envie... Pour moi, c'est trop dur d'imaginer que je vais faire l'amour parce que une personne en face de moi a besoin de faire l'amour avec moi. Ça, c'est presque pathologique chez moi. Donc même avec le meilleur des maris, qui serait le plus gentil du monde et tout ça, je ne suis pas sûr que, ne serait-ce qu'au bout d'un an, je serai en capacité de donner un truc que je n'ai pas. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas la possibilité de contenter sexuellement quelqu'un qui en aurait besoin. Et en fait, je me rends compte depuis que je fais du sexe, pas à tout va, parce qu'en fait, j'habite quand même à la campagne, mais quand je fais du sexe, en fait, j'ai l'impression que je ne le fais que pour moi. Et en m'assurant toujours du consentement de la personne en face. Et ça n'empêche pas si je fais du sexe pendant 2 heures avec quelqu'un, je peux être très amoureux de la personne et dans l'échange et dans la... mais il n'y a pas d'enjeu. On sait chacun ce qu'on vient prendre et ce qu'on peut donner. Tu te sens plus libre. Oui. Du coup, de ce qu'on disait dans l'épisode précédent, de cette obligation conjugale. Et même très en capacité de faire des choses uniquement pour le plaisir de l'autre. Est-ce que tu as des amants réguliers, des gens que tu revois? Eh bien, écoute, ça va peut-être rejoindre la conversation de la soirée fétiche d'hier soir, parce que qui n'a pas eu lieu, mais pour des raisons mais je serais très content qu'on a... Tu n'es pas allé il n'y a pas eu de soirée fétiche hier soir? Non. Mais il y a eu des choses, il y a plein de choses que je peux raconter. Mais en fait, c'est parce que j'ai écouté un de tes podcasts, j'ai réécouté un podcast que tu as enregistré avec Zoreg. Ouais, Maître Domi. Et je mets tout ça dans le descriptif de cet épisode si les gens veulent aller retrouver. Parce que c'est extrêmement intéressant. Moi, je suis très intéressé par le BDSM. Ça m'excite. Plutôt dans le rôle du soumis. Et en fait, ce que Zoreg explique parfaitement bien dans son podcast, dans votre podcast, c'est que il y a les 4 C qu'on retient pas, mais il y a la confiance. Et il y avait une petite pression pour moi d'aller. Il y a plein de choses que je rêve de faire et que je ferai parce que je considère qu'en fait les fantasmes, on a le droit d'aller au bout en fait, mais que la sécurité morale est super importante. Et je me voyais pas aller hier soir dans une soirée, dans un club où finalement je serais pas en sécurité. Il peut se passer un truc grave en fait. Il y aura personne pour m'aider en fait, pour prendre dans ses bras. Voilà, donc j'étais pas. Je me suis dit, c'est pas que j'étais pas capable, c'est que je me suis dit, après tout, il y a peut-être d'autres solutions. J'ai pas rencontré la bonne personne qui m'accompagnera dans ce chemin. Donc, du coup, j'ai fait autre chose. Tu vas raconter si tu veux. Mais ouais, c'est ça, tu as besoin de sécurité. Je reviens à ma question et je te l'explique pourquoi je pense qu'elle est pas inintéressante. Ce lien entre une fois que j'ai des sentiments et de l'amour, mon désir sexuel disparaît. Moi, il me parle beaucoup à mon niveau intime, il parle à plein d'auditeuristes. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on le creuse. Du coup, je te repose ma question. Est-ce que tu as plusieurs fois fait l'amour avec les mêmes personnes ?
Parce que si en fait tu observes que après 3, 4, 5, 6 fois, pareil, ton désir baisse, plus tu connais la personne, ça peut être un indicateur. Mais si en fait il y a des amants réguliers, peut-être qu'il y a autre chose qui se joue. Non, je n'ai pas d'amant régulier. T'as pas d'amant régulier. Mais hier soir, en fait, j'ai un couple d'amis sexuels à Paris. Et finalement, on a passé la soirée à 3. C'était fantastique. Et sexuellement, je veux dire. Mais c'est la deuxième fois qu'on se voyait. Et probablement qu'on se verra une troisième fois dans quelques mois. Mais ce qui se joue en ce moment avec eux, c'est probablement plutôt une construction d'amitié. Et une fois que l'amitié s'installera, je pense pas qu'on baisera encore. C'est intéressant. Moi, je peux te partager mon cheminement là-dessus. Ça a toujours été le cas. Quand je fais quotidien avec quelqu'un, que mon désir sexuel baisse, voire disparaît, quoi. Complètement. Et là, j'ai de plus en plus d'amants réguliers avec qui c'est des gens... Alors, moi, j'adore faire l'amour, même avec des inconnus, tu vois. Et je trouve qu'il y a plein de façons d'être dans le sentiment et l'amour. Et j'observe que, en fait, petit à petit, alors que des sentiments naissent entre nous, mais on est d'accord qu'il y a pas de couple, ou il y a pas un autre script que ces moments où du coup, on devient amis, amants, enfin, il y a quelque chose de spécial qui se crée. Et mon désir sexuel ne diminue pas. Et ce que j'observe, c'est qu'en fait, ça parle beaucoup de mon besoin de liberté. C'est-à-dire mon besoin, exactement comme tu le dis, de ne pas être obligé d'eux ou de ne pas être enfermé dans un script. On habite ensemble, on est vendredi soir, on n'a pas sexé depuis 3 semaines. Mon cerveau se dit, il faudrait peut-être y aller. Oui, tu vois. Et là, ça écrase et ça casse mon désir. Et quand tu écoutes les épisodes du podcast avec des sexologues, ils te disent tous que le désir déteste l'obligation, la répétition, peut détester, hein, c'est pas automatique. Moi, je veux pas, je bombe pas. Enfin, c'est... Donc en fait, c'est au final, pourquoi je trouve ça important, c'est que moi, je pense que les narratifs qu'on se donne dans nos cerveaux deviennent réalité. Donc je me disais, ce n'est pas possible pour moi d'avoir une sexualité répétitive avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments, donc ma vie devra trouver autre chose. Et juste, je trouve c'est dommage de me mettre dans des narratifs, en fait, qui sont pas vrais. Non, en fait, gommons ça, c'est moi, je parle de moi, hein, et de découvrir que non, j'ai besoin de conditions qui excitent, qui attisent mon excitation, et il y a des éléments, il y a des ingrédients dont je peux prendre soin, mais qu'en fait, la répétition n'est pas forcément l'arrêt de ma sexualité, tu vois. Et ça, je le découvre petit à petit. C'est pour ça que j'étais curieux de creuser un peu là-dessus. Je ne sais pas, en fait, parce que moi, je n'ai pas encore vécu ce genre de situation. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, la vie conjugale n'est pas compatible avec une vie sexuelle épanouissante. La vie conjugale d'avec ton mari d'aujourd'hui. Oui. Mais même avec n'importe quel mari, c'est pas lié à lui, c'est lié à... Parce qu'on peut pas... moi, je veux pas qu'on attende de moi d'être... et un conjoint et un partenaire de logement, de vie sociale, professionnelle éventuellement, pour un emprunt, pour est-ce que tu as fait les courses, et en plus, on peut pas tout attendre de la même personne. Et si tu rencontrais un mari qui n'attendait pas du tout de toi, et pour qui le sexe n'était absolument pas une obligation? Ah bah c'est top. Parce que pour moi, le sexe, d'abord, c'est un truc qu'on peut Et tu penses pas que ton désir en serait attisé? En serait augmenté? Ça, je sais pas. En fait, moi, mon préjugé sur ton je veux pas promettre à quelqu'un que je vais sexuellement avoir envie de lui dans 10 ans. Quoi. Mais personne ne te demande ça, à part ton mari d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Et donc, mon propos dans mon écoute biaisée, c'est qu'en fait, tu fais d'une règle commune et générale ce qui se passe dans vos interactions de couple d'aujourd'hui. Mais du coup, il existe des millions de maris potentiels qui jamais n'exigeront ces bêtises de toi. Et donc, on n'est pas obligé d'en faire une règle générale, quoi. Et je travaille à ça actuellement avec mon mari. Parce que si on arrive à ça, je pense que ça va régler un énorme problème. Mais il faut que ça vienne aussi principalement de lui, cette acceptation-là. Mais pas une acceptation contrainte, une acceptation joyeuse. En disant, qu'est-ce qu'on décide pour demain de continuer à partager ensemble, et puis qu'est-ce qu'on ne partagera plus ensemble, et sans se l'interdire. Parce que dès lors que les choses font plus partie du script,
le script, ça peut être aussi des fois laisser la place en fait à tout. Moi, je dis pas que je ferai jamais de sexe avec mon mari en fait. Et dès lors que c'est plus dans le contrat, probablement que j'en aurais peut-être envie. Un des enjeux dans mon épanouissement sexuel, c'est la communication explicite. Moi, ça, c'est vraiment mon kink ultra. Avec tous les travers, hein, te diront mes amis. Mais notamment toi, tu as commencé ce podcast en disant je t'ai contacté un peu de façon floue et tout, et que moi, Guillaume, je t'ai tout de suite ramené dans une communication explicite. Aussi parce que c'est mon métier, et aussi parce que j'ai des auditeurs qui me font des coucous, et de plus en plus, j'arrive à sentir entre les lignes ce qu'ils veulent réellement, tu vois. Et il y a souvent des gens qui se sentent pas forcément légitimes, qui me disent pas directement j'aimerais témoigner, mais c'est mon rôle de me dire toi, je pense que tu veux pas aller prendre un café avec moi Guillaume. Toi, tu veux témoigner, donc c'est Guillaume le podcasteur, et Guillaume le podcasteur, il a une invitation, un procédé à te proposer. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Oui. C'est ça qui s'est passé. Tu as mentionné que avec ton mari, la communication explicite, notamment sur votre sexualité, avait pas été possible, donc vous n'arriviez pas à parler de sexe, vous avez pas ou peu. Ce que je pense, c'est que pour lui, il y a des choses qui sont attendues dans la vie de couple et qui sont normales, et que partant de là, c'est la règle puisque c'est la norme pour lui, et que donc c'est à moi de justifier de pourquoi est-ce que je serais pas dans la norme et à quel point ça peut lui faire du mal. Ce que j'entends tout à fait. Mais sauf qu'en fait, moi, je préférerais parler de ce dont j'ai envie ou pas envie que de justifier de ce qui est normal ou pas normal. En fait, je sais pas ce qui est normal. Et lui non plus, d'ailleurs. Tu disais que tu comptes 2 orgasmes avec ton mari depuis 18 ans. Et des super orgasmes. Mais peut-être qu'on peut parler du premier orgasme. En fait, ma question, c'était est-ce que dans ce renouveau sexuel, tu vois ta façon de communiquer plus ou moins explicite? Est-ce que dans tes conquêtes grinderiennes ou cruising, je sais pas, où tu vas conquérir tes amants ou tes âmes, est-ce que tu te sens être un autre face à ces hommes à qui peut-être tu demandes des choses de façon plus explicite, ou tu n'es pas explicite? En fait, moi, alors si c'est sur Grindr, faut parler, donc je suis explicite. Mais si je vais dans un sauna, je sais ce que j'adore dans ces endroits, c'est que moi, je ne ressens pas de pression. Parce qu'en fait, on voit tout, on plaît pas, voilà, ok, ça n'empêche pas de discuter. En fait, je suis assez sociable, donc je parle assez facilement. Voilà, ceux qui veulent pas parler, ils parlent pas. Puis si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Et puis voilà. Et en fait, il y a pas d'enjeu. Et puis si on commence à plan cul et que en fait, ça le fait pas, moi j'ai jamais été confronté à un mec qui part brutalement. En fait, ou le mec ou moi, on dit ça le fait pas. Et puis voilà, bonne soirée, bonne chasse. Et on passe au suivant. Et en fait, c'est donc les choses n'ont pas forcément besoin d'être dites. Par contre, on peut toujours dire ça le fait pas. Et dans la communication explicite, que moi je trouve très importante dans mon épanouissement sexuel, il y a en effet l'aspect de script, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime, est-ce que ça le fait ou pas, mais il y a aussi comment je crée le lien sur le moment, tu vois. Et donc obtenir un orgasme par exemple, c'est aussi les 2 personnes qui arrivent à s'aligner, et donc dans les 2 personnes, c'est-à-dire il y a des communications explicites, soit verbales soit non verbales, qui font que t'es d'accord, ça colle entre nous, mais en fait pour que j'atteigne l'orgasme, peut-être que je prends la main et je la mets là, peut-être que je repousse ici, peut-être que je me déplace, tu vois ce que j'essaie de dire? Moi, mes orgasmes, j'ai commencé à l'avoir quand j'ai commencé à lâcher prise avec la sexualité et à faire des choses que j'aime. Pourtant, je sais que j'ai acheté des outils, pas une bêche et un râteau, mais des toys, enfin. Et plus je cherchais, moins l'orgasme venait, je comprenais pas. Alors attends, parce que j'arrive pas à bien m'exprimer. Et après, on va parler de tes orgasmes. Si je comprends bien, pour toi, cette communication explicite, à la fois, donc que tu n'as pas avec ton mari, mais tu l'as pas particulièrement
aujourd'hui, et tu ne vois pas ça comme un élément clé de ton épanouissement sexuel. Ok. Dans les 4 C du BDSM, tu vas y être confronté, mon ami. Mais c'est mon préjugé, c'est mon biais. Mais en effet, il y a pour moi la clé, et qui est d'ailleurs à l'encontre aussi de nos systèmes, de notre système social / de notre milieu social. Je sais pas si moi je suis pas un aristo, mais en tout cas les milieux sociaux privilégiés, en fait tout confondu. Mais les milieux sociaux populaires, c'est exactement la même chose. Oui, mais c'est des milieux comme chez les hindous, les intouchables. Enfin, tous les milieux sont fermés en fait. En fait, la communication explicite y est interdite sur ces sujets intimes. Il ne faut pas se dévoiler. Il faudrait pas trop. Bon, ça, en tout cas, c'est ce que moi j'observe. Et ouais, je sais où tu viens avec les 4 C. Quel C tu vas. Ah ben, il y a un des C, c'est communication. Oui, hein. absolument, Et dans le BDSM, en fait, la communication. Je ne fais pas de BDSM. Oui, mais c'est ton intérêt. C'est ça. Mais là, on va en parler après. Par contre, il y aura de la communication. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé hier soir à la soirée. On va en parler après. Mais tu avais envie de dire un truc sur les orgasmes. Toi, tu dis vraiment ce qui m'a débloqué, c'est le moment où j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et que j'avais du désir pour moi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais du sexe, je le fais parce que j'en ai envie. Et j'ai envie de faire je fais l'amour avec quelqu'un, mais je le fais pour moi. Et avec quelqu'un, mais sans pression. Sans pression. Sans obligation. Et j'ai eu des orgasmes de malade. Et parfois, ça ne matche pas. Et puis, ça peut être un moment cool. Parce qu'en fait, la baise, ça peut être bien même sans orgasme. Enfin, je veux dire, c'est des interactions agréables. C'est quoi un orgasme de malade pour toi ? Alors, comment dire ? D'abord, ce qui est extraordinaire avec l'orgasme prostatique, c'est que ça peut durer très longtemps. Et le premier que j'ai eu, je l'ai pas vu venir. Et le mec était pas spécialement bien monté, mais c'était super fluide, c'était cool, on s'entendait bien. La prostate est à 7 cm de ton anus. Ouais. Pas besoin de... Ouais. On était 4. C'était la plus petite bite du groupe. Et même quand j'ai vu, je dis bon, allez, il est gentil, on y va. Et en fait, physiquement pas trop ton... Ah si, très beau, mais un pénis qui méritait pas forcément qu'on se retourne en disant oh, bel outil, monsieur, mais compliment à votre mère, enfin... Tu vois ce que c'est une size queen ? Non. C'est une expression, size c'est taille, ouais. Queen c'est reine, et ça veut dire... Moi je suis un peu une size queen. Si je fais mon coming out, c'est-à-dire non, c'est pas vrai, pardon. Size queen, c'est quelqu'un qui va focaliser beaucoup sur la taille du pénis, mais voire même exclure ou sélectionner ses partenaires selon le pénis, selon la taille. Donc ça va être quelqu'un. Moi, je suis plus, j'avoue, j'ai un kink sur les gros pénis. Ah ouais. Mais en revanche, ça va jamais être une de mes questions dans un échange Grindr ou au sauna. En fait, je vais jamais au sauna, faudrait pas que je dise ça. Mais en gros, moi, la taille au final compte peu dans ma réalité de kiff. En revanche, dans mon imaginaire et dans mon visuel, c'est un plus. Size queen, ça veut dire que, en vrai, sur Grindr, tu demandes la taille ou tu t'assures de voir la bite et qu'en fait, tu iras pas faire du sexe avec quelqu'un qui a une bite trop petite. Mais en fait, c'est la même chose enfin, je suis comme toi par rapport à ça. Et ce que j'ai tout à l'heure, il y a des physiques qui me plaisent particulièrement. Néanmoins, un très beau physique peut être repoussant, en fait. C'est une question de regard ou quoi. Et puis, il y a des gens avec qui j'ai fait des plans cul. Je me serais pas retrouvé sur eux dans la rue. Et en fait, ça matchait tellement que j'ai trouvé super beau et que, en fait... Là, t'avais un petit propos de size queen tout à l'heure, hein, quand tu disais, ouais, vu la taille de sa bite... Parce qu'en fait, mais ça m'a pas empêché de coucher avec. Mais c'est... Quand il y a 3 bites devant toi et que... Bah, moi, instinctivement, je vais à la plus belle. Ouais, ok, d'accord. Et là, ce qui s'est présenté là, en premier, j'ai eu les 3 ce jour-là, mais c'est pas celle que je convoitais le plus et dont j'imaginais complètement bêtement que c'est elle qui me ferait jouir. Oui. Sauf qu'en fait, le premier orgasme, je dois à une bite qui doit peut-être faire 12 ou 13 cm. Elle était épaisse ? Même pas. Ouais. Mais... il s'y prenait bien. Bonne travailleuse, parce que seule elle a travaillé. Bah, le mec s'y prenait super bien et puis Comment ? en fait je pense que c'est même pas qu'il s'y prenait bien. Alors, si, il s'y prenait sûrement bien, mais c'est que j'étais bien dans ma tête, j'étais excité. Les mecs étaient sympas. On était où ? Dans mon lit. De ton appartement garçonnière ? Non, de notre maison. Mon mari était là. Ok. Et donc en fait, non, c'est là que c'était tellement fort
ce premier orgasme, que j'ai demandé une pause. Parce que j'étais submergé. Ouais. Mais vraiment, j'ai l'impression que j'étais en train qu'on m'ouvrait le ventre. Enfin, c'était presque douloureux, en fait. Et donc, j'ai demandé à faire une pause. J'ai marché quelques pas. On a repris. Et c'est reparti aussi vite. Donc, j'ai refait une pause. Et voilà, ça a duré une demi-heure comme ça. Incroyable. Tu disais, il s'y prenait très bien. Tu peux me le décrire ? Je sais même pas. Il était derrière moi. On était en position... je devais être plus ou moins allongé, le cul un peu relevé. Je sais pas comment il a bricolé. Ah non, mais là, il faut qu'on se refasse le film et qu'on note dans le détail, parce que tout était un enjeu d'angle, de puissance et tout. Là, je pense qu'il avait... alors, on était sur le lit. Il avait un genou sur le lit et un pied. Donc, il n'était pas tout à fait à genoux et pas tout à fait accroupi. Et qu'il avait peut-être la jambe gauche entre mes deux jambes et la pied droite un peu en dehors. Ouais. Donc, je sais pas, ça devait coulisser un peu sur un côté. Ou je sais pas comment. En vrai, j'étais tellement la tête dans l'oreiller que. Mais oui, bien sûr. Je gueulais comme un putois. Enfin, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Bien sûr. Ton mari faisait quoi ? Je sais plus ce qui se passait. Enfin, tout le monde est occupé, hein. Mais je ne sais plus. Ah oui, on était 4. On était 4. Et personne s'est ennuyé. Et 4, donc ça veut dire souvent 2 et 2, mais ça tourne. Enfin, voilà quoi. Et en fait, après, j'ai pris mon pied avec les 3 autres, en fait. Dans tout ce que tu me racontes, t'es plutôt celui qui est pénétré. En ce moment, oui. Oui. C'est quoi ? Mais je suis totalement vers ça, en fait. J'aime totalement les deux. Mais j'aime tellement l'orgasme qu'on peut avoir quand on se fait pécho que c'est mon truc. Mais en fait, j'aime assez les plans avec des mecs vers ça parce que j'aime bien aussi changer de position et puis ça fait une pause. Je suis assez... Pourquoi ? Dans le actif-passif, dans la pénétration anale et pour moi, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a à la fois le rôle et le sous-entendu hétéronormé de si t'es actif, t'es au pouvoir, tu domines, si t'es passif, t'es soumis, etc. Avec tous ces enjeux de soumission dont on parle depuis le début. Puis il y a aussi qui pénètre qui et qu'est-ce que ça... Et ma question, c'est, tu dis en ce moment, j'aime être plus passif, parce que tu es en ce moment dans la découverte de l'orgasme prostatique ? Non, ça fait un petit moment que j'ai découvert et que j'ai quasiment à chaque fois maintenant, pratiquement. C'est une préférence. En fait, hier, j'ai fait un plan, on était 3, il y avait un mec totalement versa comme moi, et j'étais aussi excité quand il me prenait que quand le 3e, qui était que actif, qui était un mec magnifique, tatoué, enfin bref, comme j'aime, bronzé, tatoué, mais très, très viril dans sa conduite des rapports, très déterminé, un regard un peu sombre, mais néanmoins quelqu'un adorable, très gentil, mais dans le rapport sexuel que nous avions, c'était quelqu'un de très... très affirmé, très dirigiste, mais on était clair pour le coup sur ce qu'on voulait les uns les autres. En fait, je suis aussi excité par quelqu'un de très actif qui va conduire les débats, si je puis dire, ou les ébats, que par quelqu'un de totalement versa qui va être un coup actif, un coup passif. Et quelqu'un de très efféminé / non viril ? En fait, ça m'est arrivé. En fait, on peut arriver sur la question de ça. Moi, on m'a tellement fait chier avec le genre depuis que je suis petit, parce que j'étais trop féminin, pas assez masculin, qu'en fait, c'est un truc que je refuse de me poser. En fait. Mais tes désirs se fichent de tes positionnements politiques et philosophiques. En fait, si tu veux, ce que je dis, en fait, ce que je pense, c'est que tu vois, un mec très musclé, très tatoué, va m'attirer. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre mon pied et ou que je vais refuser un rapport. Dès lors que déjà dans le regard ça match, un mec il peut être efféminé, il peut être racisé, il peut même avoir une chatte. Enfin, c'est dire si je suis assez ouvert. Hein. Ça c'est un truc que j'ai déconstruit assez vite. Ça marche parce que en fait, moi j'ai les mêmes opinions que toi dans ma tête rationnelle. Et soyons plus précis sur la folophobie, donc le fait de rejeter quelqu'un parce qu'il est trop efféminé. Moi, je l'ai subi, j'ai envie de le faire subir à personne, et j'exige que mon désir s'ouvre, mais après, dans le secret,
de ma branlette, de mon rapport sexuel, etc. En fait, là, depuis le début, je pense que j'ai des auditeuristes avec moi qui nous ont bien écoutés et qui disent « Non, mais depuis le début, laisse-moi terminer, il ne parle que d'hommes musclés, forts, le regard sombre. » Pour me branler, je pense à ça. T'es d'accord ? Comment tu vis ce décalage entre ton rationnel parce et qu'en ton fait, désir ? ce que j'imagine, ça n'existe que dans les films porno. C'est très rare de rencontrer des gens. À l'hôtel, première fellation. Hier soir, plan A3, tu les rencontres souvent ? Ouais, mais je rencontre pas que des mecs comme ça. Ok. En fait. Et d'ailleurs, le mec qui m'a donné mon premier orgasme était plutôt petit, menu, un petit peu de ventre. On peut être petit, menu, pas très viril, un peu dégarni. T'as quoi contre les gens dégarnis ? Mais rien du tout. Et c'est lui et j'étais très content de tu vois. Et en fait, non. Reviens dans ma question. Il y a le fantasme sur. Alors, effectivement, je vais plutôt me branler sur un mec viril et tatoué parce que j'adore ça. Tu fais quoi entre cette déconnexion entre ton rationnel politique ? Moi, j'ai du mal. Moi, j'aime bien les physiques un peu aussi. Je me définis comme étant queer, même si ça se voit pas forcément dans mon look. On refait pas 40 ans d'éducation. Mais en fait, j'ai aussi... comment dire ? J'ai tellement détesté mon corps que je ne veux plus fétichiser. Ça se construit. Hein. C'est sûr, quand j'avais 20 ans, j'aurais pas tenu ce discours-là. Bon, j'étais en plus très coincé, mais je veux pas fétichiser les physiques. Mais je t'ai entendu depuis le début. Je t'ai vraiment entendu sur le discours et ton rationnel. Et moi, ma question, elle est comment tu fais pour vivre avec la différence entre ce discours et ce rationnel et la réalité de ton désir, de ce qui t'attire quand tu te branles ? La réalité, c'est qu'en fait, si jamais j'arrive dans un plan cul et que en fait, le mec qui m'avait dit qu'il avait 20 cm, en fait, il en a 14 ou 12, eh ben, ça va pas me décourager. Je vais pas me dire je me casse parce qu'il n'y a pas 20 cm et parce que t'es pas autant musclé que tu l'avais dit. Parce que je pense qu'on peut, comment dirais-je, tu te taffes. Je sais en fait qu'on peut avoir son pied même avec un physique qui correspond pas à ce qu'on fantasme, et les fantasmes c'est des constructions. Enfin. C'est marrant pour moi, il y a un peu bris de consentement. Il y a un petit écart de consentement dans. Si jamais la personne ne ressemble pas à ce qu'elle dit. Ouais, quand tu dis je ne me décourage pas, je me ramène vachement à ta vie sexuelle et intime et de couple, où en fait, l'autre... J'ai déjà dit non. L'autre te fait un peu ce qu'il veut, et toi... Non. Tu serres les dents. Moi, je suis désolé, on a échangé des informations l'un sur l'autre. Le moment où j'arrive et les informations sont erronées, il y a un décalage et j'ai besoin d'une mise au point parce que je suis là, pourquoi tu m'as menti ? Et je me sens pas en sécurité. C'est pas une question de ton physique n'est pas beau ou est beau, c'est juste genre, tu m'as menti. Je pense qu'il y a des gens qui ne se voient pas changer. Et donc, je veux pas... Enfin, j'ai un rapport... mon physique a été tellement un enjeu que j'ai trop peur de faire du mal. Donc, je veux pas me dire au mec, t'as pris 5 kilos, pourquoi tu le dis pas ? Parce qu'en fait, c'est pas grave. Donc, j'essaye de pas rentrer sur ce terrain-là. Par contre, un mec qui va être très beau, si une fois arrivé sur place, il a pas menti sur les photos, mais qu'en fait, il se passe rien dans le regard et qu'en fait, je sens même plutôt quelque chose de malsain, je vais me casser. Ouais. Ça va se jouer au regard, en fait. Oui, c'est ça. Puis après, si ça ne matche pas physiquement, avec un très beau mec, ça peut ne pas matcher physiquement. Tu reviens facilement sur ton consentement à toi si la confrontation avec l'autre vient t'appuyer à tes endroits de vulnérabilité, j'entends. Oui, forcément. Mais c'est triste. Ouais, peut-être, mais je suis en chemin. Moi, ça me rend triste, tu vois. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de grossophobie, de dire « Ah, t'as 5 kilos de plus, 10, et t'es moche ». C'est pas ça, c'est... on essaye de créer un lien, qu'il soit fugace ou long terme, sur la base d'informations qu'on s'échange. Donc, le moment où tu mens, moi c'est quoi ton nom d'emprunt ? Maxime. J'y arrive pas. Moi, Maxime. Comme tu voudras. Non. Moi, Maxime, moi, Guillaume, je me sens pas à l'aise là pour continuer l'échange. C'est pas du tout un jugement sur comment... Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant. Tu m'as menti et je sais pas du coup sur quel pied danser. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu l'as fait parce que maintenant je le vois. Et simplement, tu vois, si la personne me dit en fait, c'est vachement compliqué pour moi d'accepter mon corps, je lui dis mais viens, on se fait un gros câlin, t'es trop beau. Enfin, c'est pas parce que je reprends le pouvoir sur mon consentement en disant attends, il y a un petit décalage que ça va être forcément violent et ou que je vais agresser la personne. Je peux tout à fait comprendre qu'on ait envoyé une photo
de l'été dernier où on était l'été il y a mieux, 5 tu vois, ans. parce qu'on est intimidé, je le comprends complètement. Mais on s'en parle et c'est pas une évidence que je dois, je te cite, ne pas me décourager. C'est pas, je trouve que dans la dynamique. Je me rends compte en t'écoutant à quel point on est toujours en chemin. Bien sûr, mais je te crie. Enfin, Non, mais c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est vrai, je me rends compte que je suis très. J'accepte beaucoup de choses. ouais. C'est mon métier de tradwife, faut croire. Ouais, j'accepte beaucoup de choses en fait. Ça serait drôle si c'était pas vraiment pas Ouais, drôle. mais il vaut mieux en rire. Parce qu'effectivement, c'est bien parce qu'on en parle et que du coup, les portes s'ouvrent. Mais effectivement, j'accepte beaucoup de choses pour ne pas faire de peine. En fait, c'est débile. Mais ça peut s'expliquer. Bah, ça a été peut-être ton super pouvoir pour survivre. Ouais. Oui. Mais effectivement, si je veux plus être dans un mode survie, mais dans un mode de vie et vraiment de consentement, bah oui, effectivement, arriver à dire les choses, c'est peut-être plus simple. Mais comme j'ai l'impression d'arriver à les dire, parce que j'ai déjà refusé des plans en arrivant chez des mecs ou en faisant venir des mecs chez moi, où vraiment ça le faisait pas. Et je précise toujours que le déplacement ne vaut pas le consentement, en fait, que c'est pas parce qu'on s'est dit oui pour se retrouver, même si le mec fait 20 bornes, ou si j'en fais 20, c'est clair des deux côtés que si c'est non, c'est non. Et ça a jamais fait un pli. Si je ressens pas de désir au moment de la rencontre, indépendamment du physique de l'autre personne, si c'est non, je me sens pas obligé de me justifier. Non, ça va pas le faire. Si j'arrive que le logement est pas propre, par exemple, ça je suis très sensible à ça. On peut finir sale, mais on commence propre. Donc, alors, si le mec est pas propre, j'en parle pas. C'est pas mon truc. Mais je suis sensible à l'environnement. Donc non, si je me sens pas à l'aise, je dis non, sans me justifier. Ouais, je trouve que c'est intéressant d'identifier. J'ai l'impression que toi, c'est ton super pouvoir d'empathie. Mais je peux faire de mal aux gens qui sont déjà victimes. C'est ça. Dont je présume que, parce qu'en fait, les gens sont pas forcément victimes de leur physique. En fait, c'est n'importe quoi. C'est moi, ça vient de moi. Oui, parce que la personne qui t'a menti, possiblement, en fait, c'est juste quelqu'un qui ment et qui en a vraiment rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Qui pour moi a 20 kilos de trop et qui pour lui est parfaitement bien. Mais bon, moi, je me vois comme étant obèse et j'en fais 70. Donc, si tu veux, Ça, c'est encore une autre chose. Dans les informations partagées comme les photos, si la personne ne ressemble pas, c'était notre sujet. C'est pas genre... quand elle a pris 10 ans, en général, elle ressemble plus tellement. Exact. Voilà. Donc, c'est pas... C'est souvent. Ouais. Voilà. En fait, c'est souvent quand il y a 5 photos, parfois de la première photo à la 5e, on voit bien que c'est pas tout à fait le même... Ouais. Moi, je le dis directement. Mais en trouvant une formule... parce que moi, je cherche pas du tout à agresser les gens, mais je suis là, en fait, je vois qu'il y a des photos de toi, je pense qu'il y a 10 ans d'écart entre les photos, et du coup, enfin, genre... On est où, quoi ? Ouais, enfin, genre, je parle à qui, Mais pas facile de naviguer avec du cœur, quoi, et pas d'être là à sélectionner les gens comme... Je suis terrifié à l'idée que des gens pourraient être en détresse émotionnelle... Alors qu'en fait, c'est pas que c'est pas mon problème. On peut être respectueux et dire les choses, effectivement. Ouais. Et au passage, se respecter. Peut-être voir le prix que tu payes au nom de tu te dis, et si jamais l'autre était, donc tu fais tout un tas d'hypothèses qui te font agir et payer un prix. Et peut-être que c'est un système un peu de vase, quoi, de qui gagne, qui perd, et peut-être que c'est ça que tu peux creuser pour... trouver une manière d'être dans une communication explicite, non violente, ta manière à toi, en fait. Moi, je trouvais aussi, c'est ça qui est important, d'arriver à trouver sa façon de confronter et ou de s'autoriser à exprimer. Et peut-être que dans le choix des mots, tu peux être particulièrement soigneux pour être très explicite, mais aussi ferme et dans la rondeur que tu souhaites. Dans le 3e et dernier épisode de ton témoignage, que nous allons faire maintenant, mais pour les auditeuristes, ce sera un autre jour. Ça sera un autre jour, sauf si... Et ça, j'adore ça. J'adore ça. Là, il y a des gens... Alors, je sais pas si je vais arriver à bien formuler, à te faire voyager. Là, il y a des gens qui écoutent ce témoignage et ils sont en 2028. Alors que nous, on est en 2025. Tout à fait. Tu vois ? Donc, le prochain épisode, il est déjà là. C'est vrai. Mais je trouve ça assez incroyable, ça. Tu vois ? Nous, là, on le vit aujourd'hui. Et ce aujourd'hui... il va être
plein d'autres aujourd'hui. Et ce sera plus le mien, ce sera plus le tien. Mais pour la personne qui va l'écouter, effectivement, ce sera son aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et ce que j'adore dans chaque épisode du podcast, c'est que c'est intemporel. Franchement, il n'y a pas un épisode où l'enjeu, il est d'actualité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parle sur des intimes, bien sûr. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça. Et là, l'idée qu'il y ait quelqu'un, peut-être genre, imagine, genre, au Japon, à Tokyo, il y a quelqu'un qui apprend le français, qui est tokyoïte, qui marche dans les rues de Tokyo. Et on est en 2028. Et hop, il est en train de découvrir ton... Ouais, c'est marrant. Bon, c'est mon petit côté geek. Et ben, cette personne à Tokyo a donc déjà le 3e épisode. Mais il y a des gens qui l'écoutent dès la sortie. Konnichiwa. Il y a des gens qui l'écoutent dès la sortie parce qu'ils sont abonnés. C'est bien ça de s'abonner. Je suis abonné. C'est très bien parce que dans l'algorithme, en gros, moi, je dépends des contributions des auditrices. On est en gros à 220, 230 sur les 400 dont j'ai besoin chaque mois. Et du coup, je suis dépendant de trouver des nouveaux auditrices pour arriver aux 400. Et l'algorithme, en fait, des plateformes d'écoute favorise les podcasts où les gens ont cliqué sur s'abonner et qu'ils ont évalué. Faut mettre 5 étoiles. Régulièrement, je rencontre des auditeurs délicieux qui me disent « Ah, j'adore ton podcast, on discute. » Et à un moment donné, ils sortent leur portable. Et dès qu'ils le font, et que je m'en souviens, je dis « Mais t'as mis 5 étoiles ?» Et franchement, la majorité me regarde un peu confus en mode « Non. » Donc, faut que les gens le fassent. Parce que vraiment... Moi, je l'ai fait. Eh ben, tu es parfait. Rendez-vous dans le 3e épisode. On va parler BDSM. Yes. On va parler rapport au corps. Oui. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que chaque point qu'on creuse ensemble, pour moi, sont vraiment des super beaux tiroirs à ouvrir dans nos armoires intérieures pour aller justement explorer ou agrandir ou préciser son épanouissement intime, tu vois. Le rapport au corps, selon moi, est très important. Le BDSM, les sexualités vanille versus non vanille, se demander un peu, tiens, j'ai envie de quoi, j'aime quoi, qu'est-ce que je m'autorise à vivre, c'est quoi la norme, est-ce que je m'autorise à en sortir et comment je le fais en prenant soin de moi. Donc ça m'inspire. Il y a cette histoire de genre et du passing hétéro. Tu m'as dit, on a préparé l'entretien, tu m'as dit, moi, de moins en moins, je ressemble à un hétéro et ça me va bien. Ça te va? Très bien. Rendez-vous dans... En 2028, à Tokyo. Qui sait? Tu veux faire une pause? Pour enlever mon pull. Vas-y. Parce qu'il fait chaud. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.